Bonjour, le projet dont je vais parler concerne les traumatismes et leurs conséquences à long terme. Alors, les traumatismes de tous les jours peuvent être des accidents de la route, des accidents de sport, des chutes dans l'escalier, etc. Et tous ces événements peuvent conduire aux urgences et ça arrive effectivement en France une fois tous les 15 ans en moyenne pour les Français. Ce qui fait quand même un effectif environ de 5 millions de personnes chaque année qui se rendent aux urgences suite à un accident ayant conduit à un traumatisme. C'est donc un événement très fréquent. Et sur ces 5 millions de personnes en France, un petit nombre décèdent, heureusement relativement faible par rapport à ces 5 millions, environ 20 000 personnes, et 10 à 20% de ces 5 millions, par contre, subissent ou se plaignent de symptômes qui peuvent être plus ou moins graves, peu spécifiques, comme des maux de tête, des vertiges, une intolérance au stress. Ça peut être aussi des troubles de mémoire, des troubles de la concentration, des pensées ralenties, des changements de personnalité, tout un ensemble de troubles qui persistent plusieurs mois après le traumatisme. Et cet ensemble donc, peut être qualifié de syndrome, mais de syndrome de quoi? Et c'est la question que nous nous posons en particulier. Avant de rentrer dans plus de détails, remarquons que 10 à 20% de 5 millions de personnes, ça fait 1,5 à 1 million de personnes chaque année, de personnes qui, à cause de ces symptômes, vont avoir des problèmes de retour au travail, des problèmes de scolarisation pour les enfants, de socialisation, de vie familiale, de vie sociale en général, et donc une baisse importante de leur qualité de vie. Et l'ampleur de ces problèmes et l'ampleur de la population concernée par ces problèmes fait qu'on appelle ça un réel problème majeur de santé publique pour lesquels il importe de se poser des questions de la prévention. C'est de ces observations qu'est né le projet Softer, né de l'observation de la littérature scientifique sur le sujet, mais surtout né des résultats de l'étude Périclès que nous avons menée dans notre équipe prévention et prise en charge du traumatisme à l'INSERM, mais également né d'observations de résultats d'autres études que nous avons menées depuis et dont je vais parler dans un instant. Donc, ce projet a donc pour objectif de prévenir ces troubles qui gênent les personnes qui ont subi des traumatismes. Le projet Périclès consistait à comparer le devenir de traumatisés crâniens et d'autres traumatisés non crâniens qui se présentaient aux urgences de l'hôpital universitaire de Bordeaux. Le projet a été conduit entre 2007 et 2011. 1500 patients se rendant aux urgences suite à un traumatisme crânien et 1500 autres patients se rendant aux urgences suite à un autre traumatisme qu'un traumatisme crânien. On leur a demandé de participer à l'étude en répondant à des questions dans un questionnaire standardisé. Et puis 3 mois après, on leur a posé des questions sur les symptômes dont ils souffraient éventuellement. Et voici quelques-uns des résultats les plus importants de cette étude. D'abord, ce syndrome, cet ensemble de troubles, était présent à 3 mois chez 29% des traumatisés crâniens, mais aussi 23% des autres traumatisés. Et ça laisse penser que finalement, il n'y a pas de spécificité particulière de ces troubles à la lésion neuronale, par exemple, en tout cas ce qui caractérise le traumatisme crânien, contrairement à ce qu'on pensait. Ce syndrome avait été en effet appelé syndrome post-commotionnel pour faire référence aux conséquences d'un trauma crânien. Il semble qu'il n'en soit rien puisque d'autres traumatismes peuvent conduire à des symptômes de ce type-là. Le deuxième résultat qui nous paraissait important, ce sont des prédicteurs de ce syndrome post-traumatique, appelons-le comme ça, SPT. Alors, les premiers prédicteurs, c'était le fait d'avoir une fragilité avant l'accident, une fragilité psychologique avant l'accident. Et le deuxième prédicteur, c'était d'avoir subi un événement stressant, ce qui fait que la prévalence du SPT
était plus importante pour les agressions, plus importante pour la route que pour les chutes par exemple. Donc le fait que l'événement soit stressant semblait avoir une importance dans l'apparition de ces troubles ou dans la persistance de ces troubles à 3 mois. Autre résultat important de cette étude Périclès, il semble que l'apparition de ce syndrome post-traumatique à 3 mois ne dépende pas de la gravité du traumatisme en question, qu'il soit mesuré dans le cas du traumatisme crânien par la présence d'un scanner positif ou pas, la présence de marqueurs sanguins, là en l'occurrence la S100 de gravité du traumatisme crânien, ou même la présence d'autres traumatismes et de leur gravité. Pas de rapport avec la gravité du traumatisme. Une petite parenthèse sur un trouble, un autre syndrome qu'on appelle le trouble de stress post-traumatique, qui a été décrit parmi les soldats américains qui revenaient du Vietnam. Ce trouble de stress post-traumatique qui est maintenant bien décrit possède plusieurs dimensions, 4 exactement, dans lesquelles on regroupe les symptômes qui caractérisent ce syndrome. Une première dimension qui est la réviviscence, le fait de revivre l'événement traumatique. Une deuxième dimension qui est l'évitement, éviter les situations qui rappellent le traumatisme. Une inhibition. Et enfin, une quatrième dimension qu'on appelle une hyperactivation. Les gens sursautent, les gens sont irritables, ont des troubles de la concentration. Et l'ensemble des symptômes de cette quatrième dimension d'hyperactivation semble recouvrir à peu près les symptômes que l'on observe dans ce que nous avons appelé ici notre syndrome post-traumatique, les maux de tête, l'irritabilité, les troubles de la concentration, etc. Tous ces troubles dont j'ai parlé tout à l'heure. Et donc cette hyperactivation semble être proche de notre SPT. En résumé, le syndrome post-commotionnel finalement n'existe peut-être pas, et on ferait peut-être mieux de l'appeler le syndrome post-traumatique, le SPT. Il semble être donc une partie du trouble de stress post-traumatique, et le stress pourrait avoir une importance déterminante dans l'apparition de l'ensemble de ces symptômes bien gênants et bien persistants. Et donc l'hypothèse principale de notre projet Sauveteur est la suivante. Si on peut diminuer le stress, on doit pouvoir diminuer ce syndrome post-traumatique. C'est à partir de cette hypothèse-là que nous avons conduit des études supplémentaires et que nous réfléchissons à la mise en place d'un protocole particulier pour avancer dans la connaissance de ce syndrome et pour essayer de trouver des solutions pour prévenir ces symptômes. Nous avons conduit une étude pilote aux urgences de l'hôpital de Bordeaux pour essayer d'en savoir plus sur cette question de lien entre le stress et notre syndrome post-traumatique. Voilà comment nous avons procédé. Nous avons interrogé et demandé à 293 sujets s'ils voulaient participer et 193 ont répondu 4 mois plus tard sur les symptômes qui leur arrivaient. Aux urgences, on posait des questions pour leur demander d'auto-évaluer leur niveau de stress à l'entrée et à la sortie de ces urgences. Et donc on les rappelait plus tard, 4 mois plus tard, pour savoir s'ils souffraient des symptômes dont nous parlions. Les résultats, les voici. En fonction du niveau de stress à l'entrée et à la sortie, le pourcentage de syndrome post-traumatique et le pourcentage de troubles de stress post-traumatique. Alors, dans la configuration où il y avait le niveau de stress était bas à l'entrée et à la sortie pour ces patients, eh bien le niveau de stress post-traumatique était de 17% et de 3% pour le trouble de stress post-traumatique. Pour ceux qui étaient stressés à la fois à l'entrée et à la sortie, on avait 47% de syndrome post-traumatique et 23% de troubles de stress post-traumatique. Ceux qui étaient stressés à l'entrée, mais plus à la sortie, eh bien la proportion de ceux qui souffraient d'un syndrome post-traumatique était maintenant retombée à 25% et celle du trouble de stress post-traumatique à 4%. Les effectifs dans ces 3 groupes sont 34, 30 et 24 personnes. Et puis un dernier petit groupe de 4 personnes seulement, donc qui n'est pas très significatif, où on n'avait pas de stress à l'entrée et du stress à la sortie, avec des niveaux, donc la moitié des personnes souffrant de ce syndrome
25% de troubles de stress post-traumatique. Ce qui est important, c'est de voir que c'est le niveau de stress à la sortie, et non pas de stress à l'entrée, qui semble avoir une importance pour prédire la probabilité de souffrir 4 mois après le traumatisme d'un syndrome post-traumatique. Donc les questions qui se posent maintenant en voyant ces résultats, c'est d'abord, peut-on réduire le stress ? Deuxième question, c'est comment réduire le stress ? Et enfin, y a-t-il un lien causal entre ce stress et le syndrome ? Ces observations sont encourageantes, mais elles ne démontrent pas ce lien causal. Et pour démontrer ce lien causal, il faut faire un essai randomisé pour tester et comparer des groupes qu'on appelle des bras, des groupes dans lesquels on met en place des interventions que l'on pense pouvoir être utiles pour faire diminuer ce stress et pour lesquelles on va les comparer. On va les comparer entre elles et les comparer avec un bras placebo, par exemple. Alors, les bons candidats pour faire ces bras, c'est toute la question. C'est une question importante. Il y a des résultats qui montrent que rassurer peut avoir un impact sur ce niveau de stress. Lena Holmes a publié des résultats dans ce sens dans PLOS Médecine en 2008. Le traitement précoce du syndrome de stress post-traumatique peut avoir également un impact. Cet impact, il reste quand même à évaluer puisque différents types de thérapies sont envisagées. Les thérapies cognitives et comportementales, les thérapies liées à l'extinction du stimulus, les thérapies ou les interventions utilisant la réalité virtuelle. L'idée principale étant que dans les 24 premières heures qui suivent le traumatisme, les processus cognitifs en jeu dans le codage de ce stress dans notre cerveau peuvent être modifiés au cours de cette période. C'est une hypothèse probable, mais qui reste à démontrer. Et donc, dans cette période privilégiée des premières 24 heures, on pourrait mettre en place des interventions qui permettent de réduire ce niveau de stress et ce processus cognitif qui entraînerait pour une partie de ces personnes, et en tout cas les plus fragiles, ce syndrome de stress post-traumatique. L'idée finale, en fait, serait de pouvoir, à partir d'une population de traumatisés, d'identifier ceux qui sont susceptibles, à cause de leur fragilité, à cause de l'événement, de souffrir de ce syndrome de stress post-traumatique ou du trouble de stress post-traumatique aussi. Et parmi ces personnes, de mettre en place des interventions pour faire diminuer le niveau de stress. Donc pour réfléchir au protocole en question et pour définir ces bras d'intervention, nous avons constitué un groupe de travail international réunissant des chercheurs français, canadiens, suédois, danois, pour imaginer quelles pourraient être les interventions les plus prometteuses pour faire diminuer le stress dans cette période privilégiée des premières 24 heures du passage aux urgences, encore une fois avec un enjeu majeur puisque nous parlons de 5 millions de visites aux urgences chaque année en France et que 10 à 20%, encore une fois, donc un demi-million à 1 million de personnes sont concernées par ces troubles importants qui peuvent aggraver la qualité de vie de manière importante d'une grande population chaque année en France.